Bonjour à tous. Donc nous allons passer une partie de la matinée ensemble pour traiter donc de risque bruit au travail et en particulier donc des solutions de réduction du bruit. Pour cela, nous allons déployer plusieurs exemples dans différents domaines professionnels. Alors, excusez-moi, je vais demander à ceux qui pourraient avoir un micro ouvert de pouvoir le couper, histoire qu'on puisse tous converser correctement. Je vous remercie. Donc, je suis donc Stéphane Avis, ingénieur prévention au sein du service de santé au travail de l'Allier, et je serai accompagné donc ce matin de mes collègues Cécile Beignette-Recourt, ingénieur prévention pour le CSTO Yonah dans le 1, Guillaume Deschaux, métrologue IPRP pour la IST 43 et Naïma Kadour-Djebar, conseillère en prévention santé-travail. Bonjour. Donc, notre sommaire va donc décliner les différentes parties que l'on va vous aborder aujourd'hui. À l'issue d'une introduction qui permettra de refaire un petit topo sur ce qu'est le risque bruit en replaçant ses effets sur la santé, le cadre réglementaire et un repositionnement de ce risque au niveau des principes généraux de prévention, nous aborderons donc le cœur du webinaire au travers des techniques collectives de réduction du bruit dans les domaines de la logistique présenté par Naïma, le domaine de l'industrie présenté par Guillaume, l'open space et le chantier présenté par moi-même et les crèches présentées par Guillaume. Ensuite, on vous fera un petit topo sur les protections individuelles contre le bruit et notamment tout ce qui est dispositif de protection active. Et enfin, nous essaierons de vous décrire les différentes étapes pour mener une démarche de prévention et notamment comment les services de santé au travail peuvent vous accompagner sur ce sujet au cours de ces différentes étapes. Je vais maintenant donner la parole à Cécile pour démarrer l'introduction. Merci Stéphane. Donc bonjour. Pour le bruit, nous le rencontrons tous les jours sur notre lieu de travail. Alors rappelons quelques chiffres sur les conséquences liées au bruit. Puisque selon l'enquête JNA de 2020, au moins un salarié sur deux a déclaré être gêné par le bruit sur son lieu de travail, avec des répercussions sur son comportement, des conséquences sur la qualité de son travail et également de l'apparition de troubles auditifs. Donc, tous les secteurs d'activité sont en général impactés. Donc, cela induit tous les ans un coût social lié au bruit s'élevant à 19 milliards d'euros, avec un coût direct lié aux maladies professionnelles et aux accidents du travail, mais aussi un coût indirect très important lié à la gêne et à la perte de productivité. Donc, définissons ce qu'est le bruit. Donc, le bruit, bien sûr, sous forme de vibrations, d'ondes qui se propagent dans tous les milieux ambiants. Il est défini par deux paramètres que l'on connaît bien, notamment sur l'intensité et le niveau sonore, donc en décibels, puisque l'on connaît l'échelle des décibels, avec un seuil de douleur à 130 décibels. Les fréquences également, donc, qui sont liées justement aux variations de ces ondes, et avec des sons audibles pour l'oreille humaine, comprises entre 20 et 20 000 Hz. Donc, les aigus se retrouvent dans les hautes fréquences et les sons graves dans les basses fréquences. On situe donc les fréquences de la parole entre 60 et 1200 Hz environ. Donc, ces paramètres seront pris justement et seront pris en compte dans l'évaluation et la recherche d'action. L'autre principe à prendre en compte, c'est la propagation du bruit, qui est aussi à connaître pour intégrer dans la démarche de réduction du bruit. Prenons par exemple donc ce moteur qui émet dans une pièce avec un poste de travail. Donc, il y aura des ondes sonores qui vont être propagées de façon aérienne et directement,
mais aussi par réflexion, par les murs ou les plafonds. D'autres ondes pourront aussi se propager de façon solidienne par le sol, par les murs. Donc, après, pour pouvoir agir sur cette réduction de bruit, on pourra faire de différentes façons. Donc, par exemple, avec des traitements anti-vibratiles pour enlever les formes solidiennes, un encombrement à la source d'émission et par des matériaux d'absorption du bruit pour limiter cette propagation du bruit. Donc, tous ces principes seront repris dans les exemples concrets qui vous seront exposés par la suite. Maintenant, expliquons les effets du bruit sur la santé. Donc, déjà avec un effet sur l'audition, puisque donc, les vibrations sonores qui vont arriver dans l'oreille interne vont faire réagir les cellules sensorielles qui tapissent la cochlée, que vous voyez entourées en rouge. Donc, ces cellules vont pouvoir transmettre les signaux nerveux jusqu'au cerveau, via le nerf auditif, pour pouvoir y être analysés. Mais soumis à des niveaux de bruit importants et de longue durée, ces cellules qui sont fragiles vont se détruire petit à petit et ne pourront plus transmettre ces informations jusqu'au cerveau. Donc, c'est le début de la perte auditive qui peut aller jusqu'à la surdité. C'est à ce moment-là qu'on devient sourd et malheureusement, c'est irréversible puisque ces cellules ne se régénéreront pas. Les autres effets sur l'organisme, ce sont plutôt des effets extra-auditifs, puisqu'à la longue, il entraînera une multitude de réponses de l'organisme, comme un état de fatigue, du stress chronique, peut aussi augmenter les risques cardiovasculaires et des troubles digestifs. Également, des difficultés à se concentrer et à communiquer vont entraîner des risques d'accident. Donc, pour réduire tous ces effets sur la santé, la réglementation s'appuie sur plusieurs axes d'action et c'est ce qui va vous être présenté par Guillaume. Je transmets à Guillaume. Allez, c'est parti. Hop. L'écran. Bonjour à tous, merci Cécile. Alors, effectivement, maintenant qu'on connaît l'effet du son sur l'organisme, on va s'intéresser à la réglementation parce que c'est des questions qu'on a fréquemment. On nous demande quand est-ce que je dois faire des mesures, est-ce que ce niveau est élevé? Donc, on va voir un petit peu ce que nous dit la réglementation. Alors, on a l'article R4433-2 du Code du travail qui nous dit que finalement, le mesurage n'est pas systématique. On va, dans un premier temps, évaluer et si nécessaire, on réalisera un mesurage. Alors, évaluer, par exemple, je suis dans un bureau, je suis tout seul, il n'y a pas de risque de perte auditive pour moi. Donc, je ne vais pas réaliser un mesurage. En revanche, si j'étais dans un atelier et que je devais déjà hausser la voix pour me faire entendre de mes collègues de travail, on est probablement sur un niveau délicat, donc on va réaliser une mesure pour avoir une valeur factuelle. Quand est-ce qu'on réalise ces mesures maintenant? On les réalise soit quand on a fait des travaux dans l'entreprise qui ont potentiellement augmenté le niveau sonore dans celle-ci, soit à minima, s'il n'y a pas eu de changement particulier, tous les 5 ans. Voilà pour le premier article. Le second concerne les niveaux d'exposition, les seuils et en fonction quelles exigences on va avoir. Donc, le Code du travail nous donne 3 seuils. Le premier seuil qui a 80 dBA ou 135 dBc. Alors, en fait, on prendra le plus défavorable des deux. Les dBA, c'est l'exposition moyenne sur la journée qu'on peut avoir. Et les dBc, c'est une exposition ponctuelle. C'est des bruits en crête, comme par exemple
un coup de pistolet, un coup de marteau sur une tôle, voilà. Et on verra, il y a 3 niveaux. À chaque niveau, il y a toujours le seuil en dBA et le seuil en dBc. Bon, dans tous les cas, quel que soit le niveau, on applique toujours des principes de prévention. On évalue notre risque, à travers le document unique notamment. On traite toujours à la source, c'est-à-dire qu'on privilégie toujours les protections collectives aux protections individuelles. On implique les salariés pour avoir une démarche de prévention dans l'entreprise. Et on veille aussi à avoir des zones de repos. Ça permet à l'oreille de faire des pauses auditives dans la journée et de soulager notre oreille. Premier seuil, on va parler en dBA. On est à 80 dBA. À ce moment-là, l'employeur devra mettre à disposition de ses salariés les protecteurs individuels contre le bruit. Il informera et formera ses salariés à ce risque et au port notamment des protecteurs. Et le service de santé au travail proposera des audios pour évaluer une éventuelle perte d'audition. Second seuil, on arrive à 85 dBA. Là, on va devoir mettre en place un plan d'action visant à diminuer cette exposition des salariés. On signalera les zones bruyantes avec le panneau rond bleu que vous connaissez avec le petit bonhomme et son casque. Et cette fois, par contre, si on n'arrive pas à réduire le bruit, le port effectif des protecteurs devra être assuré par l'employeur. Enfin, dernier seuil, il est à prendre différemment puisque ce seuil prend en compte l'atténuation des protecteurs individuels contre le bruit. C'est-à-dire que si on a un protecteur qui enlève 30 décibels, il faudra enlever les 30 décibels et ensuite on pourra comparer à ce seuil de 87 dBA. À ce moment-là, on ne pourra pas laisser un salarié travailler dans une ambiance sonore aussi élevée et on devra prendre des actions immédiates pour diminuer cette exposition. Maintenant que vous connaissez les niveaux, je vous propose juste un petit outil qui est simple, qui est fourni par l'INRS et qui permet de passer d'une exposition ponctuelle à une exposition journalière. On voit par exemple, je vous laisse essayer de trouver la réponse. On a une tronçonneuse à 110 dBA. Donc combien de temps je vais pouvoir la prendre avant d'atteindre le seuil orange qu'on a vu tout à l'heure et le seuil rouge, donc 80 puis 85 dBA. Alors on le voit en direct, 110 décibels. On pourra utiliser la tronçonneuse qu'une minute et on sera dans le seuil orange. Si on l'utilise plus de 5 minutes, on sera déjà dans le seuil rouge. C'est-à-dire qu'on aura assimilé notre dose journalière qu'on peut recevoir en 1 minute pour le seuil orange et 5 minutes pour le seuil de 85 rouge. Donc ça, c'était les deux parties réglementaires intéressantes. Maintenant, on va regarder une troisième partie réglementaire qui est les principes généraux de prévention. Alors, les principes généraux de prévention, je ne l'ai plus en tête, mais je vais vous le dire, c'est l'article L4121-2 qui nous donne une démarche de hiérarchisation de nos actions de prévention. Comment faire de la prévention? On va les citer. Tout d'abord, on va éviter les risques. Ensuite, on évaluera les risques qu'on ne peut pas éviter, par exemple dans le document unique. On combat les risques à la source. On adapte le travail à l'homme et pas l'inverse. On tient compte de l'état d'évolution de la technique. On remplace ce qui est dangereux par ce qui l'est moins. On planifiera les actions de prévention. On prendra des mesures de prévention collective, c'est bien cité, avant les mesures de prévention individuelle. Et en dernier recours, on dira au salarié de ne pas se faire mal, c'est-à-dire qu'on le sensibilisera et on lui donnera les instructions appropriées. Vous comprendrez qu'on attaquera par les premiers principes pour finir par les derniers. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, on les voit à travers des exemples concrets, c'est ce qui va nous parler. Et je vais donner la parole à Neima avec l'exemple
de la logistique. Alors, je te transfère Neymar. Voilà. Bonjour à tous. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, c'est bon, on le voit. Tu peux mettre en plein écran. Et puis, juste, peut-être tu peux Oui. essayer de mettre le haut-parleur sur, comme tu accèdes. Ça marche pas. Ça marche ok, pas. ça marche. Eh ben, très bien. On t'écoute de toute façon, on t'entend bien. Donc, moi, je vais vous présenter donc, une société de logistique donc, qui réceptionne des colis, donc de toute marchandise hors frais, donc qui les trie et les redistribue. Donc, c'est une société, donc, sur les 39 salariés, 36 salariés ont eu au moins une audiométrie tout au long donc, de sa carrière. Sur les 16 salariés, sur les 39, 16 salariés ont eu des audiométries perturbées, donc c'est-à-dire avec des baisses au niveau des fréquences aiguës. Et il y a eu également des plaintes donc des salariés. Donc, dans un premier temps, nous avons fait un relevé donc des données des audiométries réalisées donc par le médecin et l'infirmière lors des visites médicaux, des entretiens médicaux. Puis ensuite, nous avons analysé leurs documents uniques. Une visite de l'entreprise a été nécessaire pour effectuer la mise à jour de la fiche d'entreprise et également faire des mesures d'ambiance indicatives à l'aide de l'IDP, donc l'indicateur de bruit. Donc, suite à cette visite, en réunion pluridisciplinaire, nous avons décidé de faire une observation de l'activité et une dosimétrie individuelle du bruit sur les différents postes donc, de l'entrepôt. Donc, toutes ces mesures donc, de dosimétrie ont été reportées sur ce tableau de synthèse. À gauche, nous avons par ordre chronologie des dosimétries sur ce côté gauche, et en haut, les valeurs réglementaires que Guillaume vous a déjà donc démontrées. Donc, on s'aperçoit que toutes les valeurs avoisinent ou sont supérieures aux valeurs réglementaires et que ce sont les salariés travaillant de nuit qui effectuent le chargement et le déchargement qui sont le plus impactés avec 90,3 décibels A. Donc, suite à l'étude menée, donc nous avons pu déterminer que le bruit est généré par la chute de colis, qui arrive très souvent. Lorsque les salariés installent la plaque de charge entre le véhicule et le quai, les chocs du transpalette sur la plaque de charge, mais également par la mise en place de palettes par poussée, les jets de colis sur le tapis du convoyeur pour aller très vite, donc les salariés jettent les colis sur le convoyeur de tri, les jets de palettes au sol, mais aussi par les moteurs du convoyeur, les klaxons, les bips sonores de radar de recul, etc. Donc, plusieurs préconisations collectives peuvent être proposées donc, à l'employeur, telles que de l'absorbant pour encoffrer les moteurs du convoyeur de tri, avec de la laine de roche, de la mousse mélanine, etc. Installer des roues acoustiques sur les transpalettes, mettre un revêtement au niveau du stockage des palettes pour éviter la propagation des zones solidiennes à chaque fois qu'une palette est jetée au sol, installer des quais niveleurs pour les véhicules légers, donc pour supprimer le bruit lors de l'installation de la plaque de charge, également installer des kits de conversion hydraulique pour les quais niveleurs mécaniques, ce qui éviterait d'avoir un dénivelé entre la remorque et le quai, et ainsi ne plus avoir ce bruit impulsionnel à chaque passage des engins mécanisés. Mais également agir sur la gestion des flux avec le marquage de la circulation, l'installation de miroirs paraboliques, ce qui éviterait les klaxons et également les collisions. Mais aussi former et informer les salariés de la manipulation donc, des engins mécanisés. On peut agir également au niveau des murs en installant de la laine de roche revêtue d'une paroi perforée en acier ou du placopâtre perforé, mais également au niveau des plafonds avec des dalles acoustiques. Et je vais vous passer la parole à Guillaume qui va vous présenter donc l'industrie.
C'est bon, Guillaume? Merci Naïma. J'en prie. C'est parti. Alors, du coup, j'espère que, parce que j'ai vu que dans les remarques, il y avait un écho, j'espère que c'est réglé. Pour la partie industrie, on va voir 3 petits exemples qui sont concrets, qui nous permettent de mettre en évidence des modes d'action sur les machines. Premier exemple qui concerne le traitement d'une scie à plot. On est dans une entreprise qui fabrique des palettes et pour vous redonner le contexte, l'employeur nous demande « Bonjour, est-ce que vous pourriez me présenter les EPI et me dire qu'est-ce qu'il faut pour mes salariés ?» Donc, pas de souci, on lui présente les différents types d'EPI, avantages, inconvénients. On réalise une dosimétrie pour connaître le niveau d'exposition de ses salariés. Et on pense toujours à nos principes généraux de prévention. On se dit, je vais essayer de faire de la prévention primaire dans cette entreprise et de proposer des solutions à la source. Donc, on fait le tour de l'entreprise avec l'employeur et ça nous a permis de cibler que 2 machines étaient particulièrement bruyantes, dont une qui est la scie à plot qui découpe les plots pour fabriquer la palette. Ce que je vous propose, c'est de vous faire participer. Vous pouvez mettre dans la partie questions vos réponses. Je vais vous diffuser une vidéo. Elle va très probablement être un petit peu saccadée, mais l'objectif, ça va être de trouver les sources sonores présentes sur cette machine. Hop. Petite manip technique. Tac, tac, tac. Et on lance la vidéo. À vous de jouer. On la refait avec le son, ça sera mieux. Hop. Alors, du coup, on n'a pas de son, lame de scie, moteur, les plots qui tombent dans le réceptacle, la coupe, la découpe, les retombées, un sifflement et un bruit tapant. J'ai la scie, le pneumatique, l'aspiration, la machine elle-même, le moteur, l'air comprimé. Et ben voilà, vous avez fait mon boulot, hein, je crois. On va regarder. Alors, effectivement, on a le bruit principal, c'est le vérin. Le vérin qui fait monter et descendre la lame au moment de la coupe. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au niveau de l'admission et l'échappement d'air, on n'a pas de silencieux. Et l'air est expiré de façon directe. Alors, petite astuce, dans vos entreprises, peut-être c'est le cas, quelquefois, quand il y a une fuite d'air, on peut le visualiser comme ça, on peut l'entendre certes, mais on peut le visualiser parce que la poussière va venir se coller de façon conique ici, à l'endroit où l'air est expulsé. Ensuite,
On a aussi effectivement l'aspiration des copeaux qui fait du bruit, notamment parce que cette aspiration est probablement mal placée, mal positionnée et qu'elle est détériorée. Donc il y a une fuite à ce niveau-là. On a la rotation du disque dans l'air qui génère une vibration. On a la coupe du matériau, donc les dents du disque qui vont claquer contre le bois pour le découper. On a un bruit régulier qui est l'avancement des 3 chevrons de l'épaisseur d'un plot. On a également la chute des plots dans la caisse. En source de bruit qu'on n'a pas entendu mais qui peut être présente, on voit sur la photo ici qu'on a une soufflette. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour agir. Je reviens à mon exemple, je suis avec mon employeur et le responsable de l'atelier. On prend l'indicateur de bruit, on visualise que on a des niveaux de crête à 118 dBc et un bruit ambiant autour de la machine à 94 dBA. À ce moment-là, on se dit on va essayer d'agir déjà sur ce phénomène. Et puis pour faire visualiser à l'employeur la solution et le convaincre, on va aller dans le stock, on regarde, il y a des raccords, des flexibles, une caisse, des blouses. On assemble tout ça et ça nous crée un caisson d'absorption. Ça permet de mettre en évidence l'efficacité de la solution. C'est bien évidemment une solution temporaire, juste pour la démonstration. Et cela nous a permis de gagner 13 dBc et de réduire de 5 dBA le bruit ambiant autour de la machine. Ça aurait pu passer bien évidemment par la mise en place de silencieuses, qui est une solution plus simple. Oui, il y a une coupure. Je vais Oui, j'ai coupé juste, il y avait un bruit de fond, du coup. Mais c'est bon, pardon. D'accord. Je te laisse poursuivre. Il est lié à mon installation, non? Non, c'est bon, c'est bon. A priori, c'est résolu. Je vais vous repartager le PowerPoint. Alors, sur cette-ci, on a fait le choix d'agir sur les sources principales pour ensuite, quand celles-ci seront traitées, pouvoir identifier plus précisément les sources secondaires. Donc, on a agi sur la mise en place de silencieux ou d'un caisson d'absorption ventilé. On a retravaillé aussi l'aspiration des copeaux. On l'a retravaillé parce qu'on a un gain qui est multiple. On a moins de risque de chute. Pour la maintenance, il sera moins dégradé par des chocs potentiels. En soignant les angles de circulation, on a moins de perte de charge, donc l'efficacité de la ventilation, de l'aspiration sera accrue. Et du coup, on aura moins de bourrage et moins d'intervention à faire sur la machine. C'est pas parce qu'on travaille sur l'acoustique qu'on ne peut pas avoir un esprit global et travailler sur plusieurs aspects. Alors, on aurait pu supprimer la soufflette puisque on va privilégier toujours l'aspiration, puisque les poussières de bois, je ne sais pas si vous le savez, mais sont CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Et en plus, on gagnera sur le bruit. On peut mettre en place des disques anti-vibratoires. On peut mettre une mousse absorbante dans le caisson. Voilà, il y a plusieurs solutions potentielles pour traiter ce type de machine. Je vous propose maintenant qu'on passe à un second exemple. Ici, l'entreprise nous sollicite afin de positionner son compresseur. En fait, elle a acheté le compresseur, il est sur la palette, à filmer. Et on réfléchit ensemble avec l'employeur sur les possibilités qui nous sont offertes. Première chose, on se dit peut-être qu'on va l'encoffrer. Ici, on le voit d'ailleurs, on avait commencé sur la modélisation. On avait mis des petits tunnels d'absorption pour que ça ventile, mais en même temps que le son puisse pas s'échapper. Mais on se dit quand même, ça peut surchauffer, le compresseur est toujours là, c'est quand même embêtant. Donc, on essaie de réfléchir un peu plus global. Et on se rend compte que derrière l'atelier, on a une zone qui potentiellement peut accueillir le compresseur et où les salariés ne sont pas en continu comme dans cette partie.
Donc la solution, on va mettre le compresseur dans cette zone. C'est celle qui a été choisie. Elle a deux avantages. Premier avantage, c'est qu'il est sorti de la zone de travail et en même temps, il est à l'abri des intempéries. Deuxième avantage, vous le voyez sur cette photo, on est dans un quartier qui est résidentiel. Du coup, on ne peut pas mettre un compresseur à l'extérieur pour les gênes de voisinage. Donc, le fait de le mettre dans cette zone permet de traiter également cette problématique. Et on a appliqué un des premiers principes généraux de prévention. On a évité le risque à la source. On l'a sorti de l'atelier. Dernier exemple pour la partie industrie. Ici, on est dans une entreprise de chaudronnerie. Intervention conjointe avec la CARSAT. On travaille sur l'ergonomie, toxicologie, éclairage et acoustique. Je vous propose de faire un focus sur la cisaille et sur le traitement acoustique de la cisaille. Ici, les tôles sont découpées et chutent d'environ 1 mètre au niveau du sol sous la machine. Le niveau sonore est important et de plus, il est réverbéré dans toute la partie atelier. Ce qu'on propose, c'est de faire un test. Donc, on a mis un plan incliné pour visualiser l'effet de cette solution. On se rend compte que le fait de mettre un plan incliné, ce qui fait que la tôle va glisser au lieu de chuter, nous permet de gagner 10 décibels. Donc, c'est une solution qui est retenue. On l'a travaillé un petit peu, on la modélise un peu plus. On voit, on fait notre plan incliné. On peut le faire pour l'optimiser en tôle sandwich, c'est-à-dire qu'il y a un élastomère au milieu qui permet de réduire les bruits d'impact résiduels du fait de la petite chute maintenant de la tôle. On installe un back receveur, ce qui fait que les salariés, donc en plus d'avoir un niveau sonore qui est réduit, ont non plus à aller sous la machine pour aller récupérer les chutes et peuvent les réceptionner directement dans ce bac qui pourra être, pourquoi pas, manutentionné avec des engins spécifiques. De plus, on ajoute une petite texture caoutchouc au fond du bac pour éviter encore les bruits d'impact. Enfin, pour optimiser totalement notre solution, on va déplacer le stockage des chutes qui sera juste derrière ici et mettre en place un panneau, une tôle sandwich, comme a pu dire Neima, une tôle perforée avec un absorbant derrière qui permettra de retenir le son et d'éviter sa diffusion dans l'atelier. Je vais passer la parole à Stéphane qui va vous exposer une autre ambiance, les open space. Voilà Stéphane. Merci Guillaume. Alors, donc maintenant, nous allons nous projeter dans les open space. Donc, pourquoi les open space? Puisque il y a une différence avec les autres environnements sonores qu'on a pu vous évoquer jusqu'ici, dans le sens où normalement dans les open space, il n'y a pas véritablement de risque dit d'atteinte de l'audition. En revanche, on peut être perturbé par un environnement dit bruyant qui peut induire une certaine gêne sonore, une gêne à la concentration et faire qu'à la fin de la journée, on va notamment être particulièrement fatigué. D'où le fait de s'intéresser à cette thématique du bruit dans les open space. Et pour cela, nous allons prendre donc un exemple. L'exemple, par exemple, d'un hall d'accueil avec une activité également de billetterie, donc où 8 personnes travaillent, vont être amenées à recevoir des groupes. Et le service de santé au travail a été sollicité dans le cadre d'un projet d'aménagement de cette zone pour essayer de concevoir, de reconcevoir cet environnement afin notamment d'y intégrer la particularité de la question de l'acoustique. Avant cet aménagement, un niveau d'exposition quotidienne au bruit, donc ramené sur 8 heures, la moyenne, on va dire, a été évalué à 75 décibels A. Donc on est juste en dessous des 80 décibels A, qui est la première valeur seuil réglementaire que Guillaume nous a présentée. Donc on est sur un environnement sonore qui est
qui constitue une véritable entrave à la concentration et peut également influer aussi finalement sur la performance des salariés. Les sources de bruit qui ont été caractérisées sont principalement la voix, les gens qui parlent, et c'est ce que le diagramme sur votre droite avec un découpage du son qui a été mesuré par fréquence nous permet de voir, puisqu'on voit que ce découpage nous donne les niveaux de sonores les plus élevés dans les fréquences dites intermédiaires. C'est ce qu'on appelle, nous, la zone conversationnelle, c'est-à-dire la zone de la voix humaine. Donc, la source de bruit majeure, ce sont nous-mêmes quand on parle. Donc, dans ce contexte, comment avons-nous travaillé? D'abord, il a fallu essayer d'identifier les facteurs entre guillemets aggravants et sources de bruit dans cet environnement. Donc, les sources de bruit, on l'a déjà dit, c'est la voix humaine via les appels téléphoniques, via les conversations intelligibles entre collègues, par exemple, et non intelligibles via le brouhaha d'un groupe qui serait réceptionné. Les facteurs entre guillemets aggravants, puisque ne sont pas une source de bruit en tant que telle, mais vont favoriser sa diffusion, c'est les surfaces vitrées, les circulations sur un carrelage, des parois non traitées sur le plan phonique, qui sont autant d'éléments qui vont venir accentuer un éventuel phénomène de réverbération. Pour essayer de travailler sur cet environnement afin de le rendre plus performant sur le plan de l'acoustique, différentes stratégies ont été déclinées à travers notamment l'installation de panneaux absorbants. Alors, absorbant et pas isolant, hein, c'est une différence qui est importante, hein, puisque la source de bruit se trouve dans le même local dans lequel on travaille, donc on va essayer de l'absorber. Si la source de bruit était dans un local différent, alors la stratégie pourrait consister à isoler. Donc, l'installation de panneaux absorbants au niveau notamment des murs, des présentoirs, des claustras acoustiques au niveau de la banque d'accueil, des petites cloisonnettes entre les postes avec une hauteur minimale. Donc ça, c'est normé, hein, pour accéder à une certaine efficacité, pour améliorer notamment la notion d'intelligibilité, donc des cloisonnettes d'au moins 140 cm de haut, et un travail sur le sol en employant donc des matériaux dits de classe A, puisque les matériaux dits acoustiques vont être classés par des lettres, le A correspondant à la performance d'absorption la plus élevée. Donc, si vous entreprenez un projet de mise en place de dispositifs d'absorption, que ce soit au niveau des différentes surfaces que vous pouvez avoir, il est intéressant de s'intéresser au coefficient d'absorption des matériaux et ou à la classe. Et si vous ne vous y retrouvez pas dans la fiche technique, ne pas hésiter à nous solliciter pour qu'on puisse vous aiguiller sur ces questions-là. Donc, si on reprend, alors tout d'abord, si vous voulez essayer d'apprécier l'environnement, le ressenti, la perception de votre environnement de travail en open space, il existe un questionnaire, le questionnaire Gabo, qui a été développé donc par l'INSA et par l'INRS, qui vous permet de faire cette évaluation en interne, donc qui va aborder différentes notions telles que la fréquence des appels téléphoniques, la fréquence des conversations intelligibles, le ressenti quant à la qualité de notre environnement sonore. Voilà, il y a une vingtaine, trentaine de questions via cet outil qui est le questionnaire Gabo, qui peut être intéressant de déployer dans le cadre d'une évaluation préliminaire de la perception de votre environnement de travail sur le thème du bruit en open space.
Donc, si maintenant on reprend les principales stratégies d'amélioration qui peuvent être mises en place dans le cadre du traitement acoustique d'un open space, donc il y a tout ce qui est travaux sur le plafond, des panneaux acoustiques muraux ou mobiles, en essayant d'opter au maximum pour des matériaux acoustiques dits de classe A, ou avec ce qu'on appelle un coefficient d'absorption qui est supérieur à 0,9. C'est une valeur qui va de 0 à 1, et plus on est proche de 1, mieux c'est, et qui va avoir des niveaux de performance qui diffèrent selon la fréquence, avec généralement des performances qui sont meilleures dans les fréquences intermédiaires et aiguës. Limiter la gêne liée aux circulations par exemple du traitement au niveau du revêtement de sol, comme on a pu le voir dans l'exemple précédent. La réduction de l'intelligibilité entre les postes via, par exemple, des petites cloisonnettes séparatives. Éviter de placer les bureaux près de zones d'échange ou de détente, des bureaux juste à côté de la machine à café, ce n'est pas forcément le plus pertinent afin d'optimiser la concentration et donc la performance dans un travail en open space. Le fait d'avoir des espaces de concentration, des salles de réunion qui sont bien isolées, donc des salles de réunion qui seraient au milieu d'un plus grand espace et qui auraient pour seule séparation des vitrages, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal en termes d'isolation. La surface disponible par occupant, on va considérer qu'en dessous de 10 mètres carrés par occupant dans une salle, on va avoir une entrave vis-à-vis de l'environnement sonore des salariés qui travaillent dans cet espace. On va essayer d'isoler les équipes qui ont une vocation, de par la nature de leur fonction, à produire un niveau sonore élevé. C'est un principe qu'on décline par exemple dans une menuiserie, quand on va essayer de séparer des activités de montage et d'usinage, le montage n'étant pas générateur de bruit. Pourquoi le polluer lui-même par le bruit, tout en essayant bien sûr de maintenir tout ce qui est flux de circulation. L'implantation des imprimantes, ça peut être tout bête, mais c'est stratégiquement très intéressant, à la fois pour lutter contre la sédentarité au travail, hein, c'est bien de se déplacer, mais à la fois parce que cela peut constituer une véritable source de bruit. Des claviers minces silencieux, on a parfois la gêne qui nous est remontée du bruit des claviers par des personnes qui sont particulièrement sensibles. Donc, il existe des claviers dits minces silencieux. On peut également utiliser un indicateur visuel de disponibilité pour avertir ses collègues ne pas déranger, en gros. Et enfin, il y a également tout ce qui est stratégie de casque. Donc, ça peut être un casque tout simple dans lequel on ne met pas de son, pour tout simplement constituer une sorte de bulle, de cocon. Il y a également des casques dits actifs, sélectifs, spécifiques pour les open space, qui permettent de à la fois converser au téléphone, converser avec un interlocuteur que l'on a directement en face de nous, mais qui par contre va faire un tri avec l'environnement sonore, le brouhaha bruyant qui est autour de nous. Donc ça, c'est des dispositifs qui existent, et bien évidemment, vous pouvez contacter vos interlocuteurs de services de santé au travail pour vous accompagner sur ce type de thématique. Je vais maintenant donner la parole à Guillaume pour que l'on bascule dans le domaine des crèches. Hop. Merci Stéphane. Je vais vous partager mon écran. Hop. Allez, on change d'ambiance. On passe maintenant dans les crèches. Alors, les crèches, pourquoi cet exemple? Cet exemple est intéressant parce qu'en fait, il va nous pousser à faire de la prévention primaire. Pourquoi? Alors, parce qu'on a des niveaux d'exposition qui sont variables, hein. Ça va sur nos mesures de 75 à 85 dBA.
Ici, par exemple, on était à 82, on doit rajouter les incertitudes, on passe à 85,5. Donc, on est sur un seuil élevé. La source de bruit, elle est difficile à traiter. On ne peut pas bâillonner les enfants. On va essayer de chercher des solutions collectives. Après, on peut se dire, bah, ok, je suis au-dessus, donc je vais mettre des bouchons d'oreilles à mes salariés. Ici, ça va être plus un problème de légitimité et d'éthique. Pourquoi on mettrait des bouchons dans l'oreille des salariés et pas dans celle des enfants? Donc, on va voir comment on peut agir dans cet environnement. Comme dans chaque situation, il va falloir qu'on établisse un diagnostic. Il va falloir qu'on recherche les leviers qu'on pourra actionner pour diminuer le niveau sonore. Donc, la dosimétrie, éventuellement, peut nous permettre d'avoir un niveau d'exposition. Comme ça, on saura sur quel seuil on est et quelles exigences on a à respecter. Alors, les dosimétries vont nous permettre aussi de connaître les moments d'exposition. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez sur le schéma, en haut à droite, les couleurs n'ont pas d'intérêt. Hein. Regardez uniquement les textes. On voit que les moments de repas et de goûter, parce qu'en fait, il y a la préparation, le goûter et le nettoyage, sont particulièrement bruyants. Donc, ça va nous dire deux choses. Ça va nous donner le moment et le lieu. Le moment, c'est lors des repas. Et le lieu, c'est dans le réfectoire qu'on a ici. On va aussi chercher les sources de bruit. Donc maintenant, je suis dans mon réfectoire, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les enfants qui font du bruit? Est-ce que c'est les couverts sur les tables? Est-ce que c'est un lave-vaisselle? On va prendre avec notre petit indicateur de bruit, avec l'oreille, avec l'expérience des salariés, on pose des questions. On va essayer de cibler. Et enfin, on va s'intéresser aussi à la diffusion du son. Est-ce qu'on est dans un local réverbérant? Dans ce cas-là, on pourra peut-être agir sur ce facteur. Ou est-ce qu'on est dans un local qui est déjà très performant au niveau acoustique? Et à ce moment-là, on va essayer d'agir sur autre chose. Alors, on va voir quelques pistes d'amélioration. En fonction du diagnostic, différents modes d'action vont être possibles. Par chance ou pas, dans cet exemple, le local était relativement réverbérant. On avait un temps de réverbération d'1,2 secondes. Du coup, on a essayé d'agir sur ce facteur. En mettant un plafond suspendu en dalle acoustique, on arrive à diminuer par 3 notre temps de réverbération. On passe à 0,4 secondes, ce qui est très performant. Et en plus, potentiellement, on va diminuer de 6 dBA notre niveau sonore ambiant à situation identique. Donc voilà le premier levier qu'on a pu actionner. Si ça n'avait pas été le cas, peut-être qu'à ce moment-là, il aurait fallu jouer sur l'isolation acoustique. Peut-être qu'il aurait fallu mettre des cloisons, des cloisonnettes. Voilà, chaque cas est différent et a des solutions adaptées. Il ne faut pas d'ailleurs confondre ces deux choses. On a l'acoustique de la pièce, ça c'est une chose, et l'isolation acoustique, c'est d'une zone à l'autre. Revenons à notre exemple. On avait dit, il y a les couverts qui font du bruit sur le mobilier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On peut proposer ici de mettre en place des plateaux conçus pour absorber les bruits d'impact. Ici, par exemple, c'est un plateau soft-top qui permet de réduire de 26 décibels les bruits d'impact. C'est comme une raquette de ping-pong, c'est un peu la même texture qu'une raquette de ping-pong, un petit peu plus résistant. Enfin, on peut aussi jouer sur l'organisation et essayer de réduire le nombre d'enfants présents en simultané. Voilà, j'ai mis 3 petits points parce que chaque cas a ses solutions. Je vais passer la parole à Stéphane qui va aborder la thématique du chantier.
Voilà, Stéphane. Merci Guillaume. Et donc pour le dernier environnement que l'on va aborder avant de nous lancer dans les PICB avec Cécile, eh bien pour le coup on va aller dehors. On va aller sur les chantiers. Puisque eux aussi sont un secteur d'activité particulièrement concerné par le risque bruit et avec des sources de bruit très bien particulières. Donc pour cela, nous allons prendre l'exemple d'un tout petit chantier en bordure de petites routes départementales, dans lequel on a effectué donc des mesurages dosimétriques sur la journée de travail en équipant un chef de chantier, un conducteur de tractopelle, un chauffeur de camion et un manœuvre qui donc est amené à utiliser un certain nombre d'équipements de travail, en particulier la plaque vibrante. Voilà, donc un petit chantier. Sur ces dosimétries, on a pu obtenir également le découpage en fréquences. Et on voit que le relevé en fréquence, il est complètement différent de ce qu'on a pu obtenir par exemple sur les open space précédemment, à savoir que le bruit est beaucoup plus prononcé ce coup-ci dans le domaine des fréquences plutôt graves. Il s'avère que c'est assez caractéristique et ça a permis de mettre en évidence l'influence assez importante, notamment du moteur des engins. Donc notamment tractopelle et pelle et camion. Les autres sources de bruit identifiées, c'est tout ce qui est alarme ou bip de recul, qui sont généralement dans des domaines un petit peu intermédiaires ou aigus. Les équipements de travail, donc l'emploi d'une plaque vibrante, d'un burineur, les circulations de véhicules au voisinage du chantier, qui, outre le risque routier que cela peut engendrer, il y a également le bruit de ces véhicules. Tout ce qui est déversement de cailloux lors de l'approvisionnement en matériaux. Ou encore le fait de travailler la cabine ouverte pour converser avec les équipes que l'on va avoir au sol. Le petit relevé que vous avez en bas à droite de la diapositive a été découpé donc avec une configuration fenêtre ouverte, fenêtre fermée. Alors on ne va pas s'intéresser au tracé qui est vert, on va plus s'intéresser au tracé qui est bleu. À première vue, ça semble être la même chose, mais en fait, il y a quand même entre la configuration fenêtre ouverte, fenêtre fermée, il y a 4-5 décibels d'écart. Et 4-5 décibels d'écart, ça n'est pas négligeable. Donc, par rapport à cet environnement chantier, avant la protection individuelle, il y a différentes stratégies qui peuvent être envisagées, qui ne seront pas forcément valables pour tous les chantiers, mais qui peuvent être déployées selon les chantiers. Donc, on a également la coactivité sur certains chantiers. Donc, ce qui n'était pas le cas sur celui pour lequel on prend l'exemple, mais la coactivité fait également partie des sources de pollution sonore. Donc, on va notamment, si on s'intéresse aux équipements, essayer de privilégier les outils électriques aux outils à moteur thermique ou pneumatique qui sont généralement plus bruyants. Le fait d'introduire le critère bruit dans le cahier des charges lors d'un renouvellement de matériel. Chaque matériel va avoir une fiche technique et sur cette fiche technique, il va y avoir une donnée en décibels. Généralement, c'est des décibels dits linéaires, donc qui ne font pas de lien avec l'exposition dans un environnement de travail, mais qui par contre est plutôt intéressant pour comparer deux équipements de travail et pour opter donc pour celui qui serait le moins bruyant, à condition que tous les autres paramètres correspondent, bien sûr. La maintenance préventive, par exemple sur de l'entretien de certaines lames, des changements de disques, c'est particulièrement important puisque ça peut notamment introduire des phénomènes de sifflement. Le fait de préférer les engins avec des cabines insonorisées et climatisées et peut-être en couplant cela à des systèmes de talkie pour éviter que les conducteurs ne soient pollués par le propre bruit du moteur de leur engin. Des bâches acoustiques peuvent être installées sur certains chantiers. Alors, ça va avoir un intérêt en termes
de bruit environnemental, ça va également aussi potentiellement avoir un intérêt pour séparer vis-à-vis de certains postes un peu plus bruyants que d'autres. On va essayer de favoriser le béton auto-nivelant par rapport au béton vibré. On peut poser on va essayer de favoriser aussi le fait d'opter pour des bordures prédécoupées. Il y aura toujours de la découpe de bordures, mais au maximum, on aura de bordures prédécoupées sur des chantiers où il va notamment consister à en poser. Au maximum, on va limiter l'emploi de certains matériels bruyants, tels qu'une disqueuse, par exemple, qui va avoir un bruit strident, aigu et particulièrement élevé. Le fait d'employer des lames de scie dites silencieuses, je ne rentre pas sur cet exemple, Guillaume l'a très bien décliné avec l'exemple de la scie à plot. Les bips de recul standards peuvent être remplacés par le système du cri du lynx. Ça va plus avoir une influence sur le ressenti, moins sur l'intensité, mais c'est un dispositif qui se déploie de plus en plus au niveau des bips de recul. On va également essayer de limiter le temps d'exposition au bruit. C'est un principe général lorsqu'on essaie d'agir sur le risque bruit. Sur les chantiers, c'est particulièrement important dans le sens où c'est souvent le dernier arrivé ou le plus jeune qui va utiliser le matériel le plus bruyant ou qui des fois fait aussi le plus de manutention. Bon, plus on répartit l'utilisation des sources de bruit, plus on va limiter le temps d'exposition au bruit de chacun des opérateurs, si je puis dire. Et enfin, on a tout ce qui est dispositif de protection individuelle contre le bruit adapté, avec la sensibilisation du personnel associé. Et là, je vais donner la parole à Cécile qui va vous en parler de manière beaucoup plus détaillée. Alors, je reprends la main. Donc là, lorsque maintenant tous les moyens de protection collective ont été envisagés qui ne sont pas suffisants pour réduire l'exposition sonore. Vous voyez mon écran. Donc on va pouvoir recourir à des protections individuelles. Bon, beaucoup de modèles existent, bien sûr, sont proposés et également de nouvelles technologies sont développées. C'est pourquoi le choix du bon protecteur est important. Donc là, nous avons déjà les bouchons que l'on connaît bien, puisque donc les bouchons, il y aura donc des bouchons à mouler pour préformer, également des bouchons moulés personnalisés qui seront avec prise d'empreinte. Donc certains offrent des performances acoustiques plus intéressantes, comme l'atténuation progressive. Plus le bruit va monter, plus il sera atténué, par exemple. Et l'autre performance, ça va être la filtration des fréquences nocives pour laisser passer les fréquences de la parole. Les autres protecteurs sont plutôt sous forme de coque, qu'on appelle souvent les casques anti-bruit, qui permettent justement une isolation efficace en englobant complètement le pavillon de l'oreille. Donc ces équipements sont parfois préférés puisqu'ils sont non intrusifs. Ils permettent également d'ajouter à des bouchons portés pour compléter la protection dans des environnements très bruyants. L'autre mode est le mode actif, maintenant, qui a été développé, qui vient de l'aéronautique et de la Formule 1. Donc, le principe étant que le bruit ambiant est capté, traité par un circuit électronique pour créer un contre-bruit qui va justement permettre d'atténuer le bruit rentrant dans l'oreille. Donc avec modulation de la performance d'atténuation, c'est ce qui est intéressant. L'autre intérêt, ça va être d'avoir, s'il y a besoin donc de communiquer au téléphone, et c'est souvent envisagé dans des milieux où le niveau était très élevé au niveau bruit pour justement éviter tout retrait du casque. Il est également efficace pour atténuer en particulier les basses fréquences
comme les moteurs ou les silencieux. Donc, beaucoup de choix et donc quelques conseils pour trouver une bonne protection. Donc, d'abord, en termes d'efficacité, on va prendre l'indice d'atténuation SNR qui est indiqué sur la notice d'utilisation du fabricant de l'équipement. Donc, pour estimer justement le niveau de bruit effectif sous protection, on va soustraire cet indice SNR au niveau ambiant pour vérifier que la valeur limite maxi des 87 décibels tolérée n'est pas dépassée. On devra aussi faire attention à ne pas choisir des protections qui fournissent un affaiblissement trop excessif, puisque là, en étant surprotégé, ça posera des difficultés en termes de communication et de perception des signaux d'avertissement. Et donc là, les porteurs de ces bouchons ou protecteurs pourront se sentir gênés, incommodés et même isolés de l'environnement extérieur, et cela va les conduire à retirer la protection. Donc, choisir des protections confortables, puisque donc, si une protection est mal portée, mal installée, mal entretenue, on estime qu'il y a une décote qui peut être appliquée sur son efficacité, comme par exemple pour un bouchon jetable qui est mal porté, on a jusqu'à 10 décibels de décote à appliquer sur son efficacité. Porter ces protections en permanence dans le bruit, puisque vous voyez que sur le schéma, même retirer ces protections, même une demi-heure sur sa journée de 8 heures dans un milieu embruyant, va donc réduire de moitié son niveau d'atténuation et du coup son efficacité sur sa journée. Dernier point, c'est de ne pas négliger la sensibilisation des salariés pour qu'ils comprennent l'intérêt de la protection auditive et apprennent à bien les positionner. Et le but, c'est vraiment d'intégrer ce port des protections dans la culture d'entreprise. Donc, après avoir vu les solutions techniques collectives et les différentes stratégies de port de pays, nous passons à la dernière partie qui permet de vous rappeler toute la démarche de prévention du risque bruit. Et donc, je vais passer la parole à Naïma. Alors juste, j'ai une question qui m'est parvenue parmi les quelques questions. Je vous propose de vous la partager. Je m'interroge sur la compatibilité des EPI avec les personnes souffrant déjà de troubles auditifs et ou qui sont appareillées. Donc, quel élément de réponse pour nous? Alors, donc, je crois que c'est Stéphane qui pourra répondre. Oui. Par rapport à cette question, donc sur l'accompagnement des collaborateurs qui peuvent être sourds et malentendants, bon, déjà il y a l'organisme Urapeda qui est partenaire de la GFIP pour Rhône-Alpes Auvergne pour l'accompagnement de ces publics qui va notamment participer à l'analyse et à l'optimisation de l'environnement de travail, qui va pouvoir mettre en place des formations pour ses collaborateurs, par exemple sur l'optimisation de la lecture labiale, sur le perfectionnement de la langue des signes, la formation des équipes pour faciliter la communication avec des personnes sourdes et malentendantes. Et également, puisqu'on vient d'évoquer tout ce qui est protection individuelle, il y a bien évidemment la solution des casques actifs qui peut être déployé pour ce type de public, si je puis dire, avec des casques dont la forme va réduire les sensations de gêne, notamment de frottement avec une prothèse auditive, si on a une prothèse qui est assez extérieure, avec des fonctions equalizer qui vont permettre de réduire les interférences. Et donc au final, un niveau sonore maximal qui est borné, qui est délimité, qui va permettre d'être protégé de son environnement sonore tout en entendant les bruits utiles conversés et en ayant la prothèse auditive.
Voilà pour cette question. Ne pas hésiter à demander des précisions si j'ai pu ne pas être clair. Bien, merci. Alors, la dernière partie donc, va être présentée par Naïma. Elle sera plutôt courte. Elle concerne la démarche de prévention. Je vous propose que Naïma vous la présente. Et ensuite, on prendra les questions qui arrivent. N'hésitez pas à en formuler. Donc, on en a quelques-unes qui nous sont arrivées. On vous propose de les prendre juste après. Et Naïma, je te propose. Merci. Donc là, on va vous présenter donc la démarche de prévention. Donc tous ces exemples qu'on vous a montrés s'inscrivent donc dans cette démarche de prévention. Donc avec l'aide donc des services de santé au travail, hein, comme Guillaume vous a présenté déjà cet article, je ne vais pas vous le détailler. Donc simplement accentuer sur le concours du service de santé au travail sur l'aide à l'évaluation des niveaux donc de bruit. Donc, la stratégie d'évaluation synthétique commence déjà par une première étape, identifier donc les populations susceptibles d'être exposées, donc sans oublier personne, c'est-à-dire par exemple même si une personne qui vient des bureaux traverse l'atelier, même une fois par jour, voire une fois par semaine, bien l'inclure donc dans les personnes à identifier. Situer les opérateurs donc dans les zones de travail, par exemple l'accueil, les quais, l'atelier, etc. Repérer également les sources de bruit et ou les actions bruyantes et les qualifier, et la constatation donc du médecin du travail d'atteinte auditive avec les anomalies par le biais donc des audiométries. Donc deuxième étape, c'est d'estimer le bruit. Donc avant même de faire des mesures, parce qu'il n'y a pas forcément de faire des mesures. Déjà il y a une absence de risque lorsqu'on peut communiquer normalement avec une personne qui est située à 0,5 mètres. Il y a une absence également certaine d'exposition lorsqu'on peut communiquer aisément à voix normale entre collègues situés à 1 mètre et s'il y a une absence d'événements acoustiques intenses. Par contre, il y a un risque certain lorsqu'on doit crier et avoir beaucoup de difficultés à faire comprendre avec une personne qui est à moins de 1 mètre. Et il y a un risque incertain lorsqu'on doit crier ou avoir beaucoup de difficultés à se faire comprendre par une personne située donc à moins de 2 mètres. Donc, lorsque nous avons un risque incertain, donc c'est à ce moment-là qu'il y a peut-être nécessité de mesurer l'exposition, donc à l'aide de différentes mesures. Et là, je vais laisser la parole donc à Stéphane. C'est bon, Stéphane? C'est tout bon. Alors, donc, une fois que ces mesurages ont été réalisés, on va s'intéresser aux sources de bruit qu'on va chercher à repérer. On a pu le décliner au travers des différents exemples. Donc, on a pu voir que dans ce bilan des sources de bruit, ça peut être des machines présumées bruyantes ou un outil ou des pièces, hein, des chutes de pièces. Ça peut être des procédés de travail qui sont particulièrement bruyants, qui vont employer des systèmes à air comprimé, par exemple. Ça peut être tout ce qui est machines annexes. Guillaume l'a très bien détaillé, par exemple, pour tout ce qui est compresseur, mais tout ce qui est système dans lesquels on a des circulations d'air, telles que des hôtes, vont également être des machines annexes, donc qui ne servent pas, entre guillemets, à la production directe, mais qui peuvent contribuer à la pollution de l'environnement sonore. Il peut y avoir des anomalies, d'où l'intérêt d'avoir une maintenance préventive lorsqu'on va aborder cette thématique-là, par donc de l'usure, ou encore le fait qu'il puisse y avoir des capots, des caractérisations ouvertes, qui sera intéressant de rechercher pourquoi ils sont ouverts. Les engins, on l'a déjà évoqué, la voix humaine. Donc on fait le bilan des sources de bruit. On fait le bilan des sources de bruit, on fait le bilan du bâtiment. Donc, on s'intéresse à la performance du bâtiment et notamment la manière dont il va diffuser. Et pour cela, une petite mesure toute simple peut être réalisée avec un simple sonomètre en fonction de la réduction du son dans un environnement fermé à chaque fois qu'on va doubler la distance. Donc, à 1 mètre, à 2 mètres, à 4 mètres, à 8 mètres, et etc. L'inventaire des matériaux et des parois.
Donc, on se met à regarder au plafond, on regarde les murs, parce que ça fait partie du champ du correctif potentiel. Et on fait un inventaire des contraintes, puisque quand on va essayer d'entreprendre une démarche de réduction du bruit et qu'on essaye d'aller vers des protections dites collectives, notamment sur du traitement de plafond, par exemple, des éléments tels que des circulations de ponts roulants ou l'accès à une certaine quantité de lumière via des puits de lumière sont également des éléments à intégrer pour éviter qu'on corrige un bruit et qu'on vienne dégrader à notre risque. Donc, une fois que ce recensement, que ce bilan des sources de bruit et du bâtiment a pu être réalisé, ça permet d'imaginer pour chaque contexte individuel l'ensemble des solutions pertinentes qui peut être judicieux d'envisager suite à l'évaluation du risque bruit de manière quantitative, avec des actions qui vont se décliner sur l'homme en essayant de l'éloigner des sources de bruit via des stratégies d'organisation du travail, les dispositifs de protection individuelle, on l'a déjà évoqué, tout ce qui est correction acoustique, écran acoustique, donc la correction acoustique au niveau des parois, au niveau du sol, au niveau du plafond. En travaillant sur les sources, par exemple par de l'encofrement, par de la caractérisation de l'habillage par des matériaux dits absorbants. Guillaume en a évoqué un certain nombre dans l'industrie. Les moyens actifs qui vont permettre d'agir directement à la source, par exemple en jouant sur les procédés de fabrication. Il est vrai que pour certains modes, une automatisation ou un asservissement vont permettre indirectement donc de jouer sur le bruit à la source. La maintenance, l'achat de machines qui sont plus silencieuses ou insonorisées. Donc, on joue là aussi sur ces sources de bruit. Et ce qui va également orienter le choix de ces solutions, bien évidemment le critère économique, les résultats acoustiques attendus et le nombre de personnes concernées, les conséquences potentiellement indirectes sur l'activité, comme j'ai pu vous l'évoquer précédemment avec l'exemple du pont roulant, et la rapidité de mise en place. Et maintenant, Naïma va conclure avec la synthèse de notre présentation de la matinée. Donc, pour conclure tout ce qu'on vous a présenté, donc sur la démarche, donc bien agir en amont. Donc, il est préférable donc de prévoir des actions de réduction du bruit dès la conception, avant même que le problème apparaisse, en cas de nouveaux locaux, de réaménagement, de travaux, etc. Le repérage et l'évaluation des risques donc, permettra à l'employeur d'établir son document unique d'évaluation des risques professionnels, et ce document permettra également à l'employeur d'élaborer son plan d'action. Dans le domaine acoustique, donc l'évaluation des risques doit commencer par une estimation du niveau sonore, puis éventuellement passer par un mesurage. À partir donc des constats et d'analyses consignés dans le plan d'action, les solutions collectives les plus efficaces sont les préventions donc collectives. Elles doivent être mises en priorité et en dernier recours, les solutions individuelles. Le suivi et les mises à jour donc, des actions permettent de comprendre si les mesures correctives mises en place sont adaptées ou pas, ou faire des réajustements. Les SSTI peuvent vous accompagner donc à chaque étape donc, de cette démarche au travers d'entretiens individuels avec le médecin du travail, ou l'infirmière, les audiométries, traçabilité des expositions, etc. et d'intervention de l'équipe pluridisciplinaire, donc avec l'accompagnement d'évaluation du risque bruit, sensibilisation des employeurs et des salariés. Cette démarche peut s'inscrire dans pour tous les risques relevés dans votre document unique et pas simplement pour le bruit. Donc, nous vous remercions pour votre attention. Merci Naïma. Alors, je vous propose de commencer par quelques questions. Alors, très simple, Stéphane, une personne demandait de redonner le nom de l'organisme avec qui travaille l'AGFIP.
au sujet de la question des… c'est l'URAPEDA. C'est l'URAPEDA, URAPEDA, donc qui est partenaire de la GFI pour le Rhône-Alpes. Voilà. Et qui peut être intéressant de solliciter pour les différentes actions qu'on a pu vous évoquer, et qui permet de faire un travail très complémentaire avec les activités des services de santé au travail, des actions qui sont parfois un peu plus portées sur l'individuel, couplées à des actions sur le collectif, sur des mesures collectives avec l'accompagnement des services de santé au travail. Ça peut permettre d'entreprendre une stratégie de prévention assez complète. Très bien. Autre question. Où peut-on avoir des prêts de matériel pour réaliser des essais, surtout pour les PICB? Est-ce que l'un d'entre vous a un élément de réponse pour cette question? En principe, se diriger vers le fournisseur, j'imagine. Oui, l'objectif, il est d'essayer de reboucler auprès des différents fournisseurs de protection individuelle contre le bruit. Généralement, si en plus il y a un certain nombre de personnes qui sont susceptibles d'être à terme équipées, ça va un petit peu dans leur sens de pouvoir mettre à disposition, alors pas forcément du prêt, hein, on est sur des protections moulées, si je puis dire, hein, mais sur du casque actif, par exemple, et encore plus lorsqu'on est sur une problématique individuelle, sur l'accompagnement d'un collaborateur sourd et malentendant, c'est quelque chose que même ils doivent proposer, puisque tout casque actif ne convient pas à toute personne sourde et malentendante. Il y a des fois une phase de test qui est indispensable, tout simplement. Très bien, merci Stéphane. Existe-t-il des bouchons moulés sans filtre pour qu'ils soient décontaminables? Alors, il y a des bouchons qui peuvent être moulés sans y introduire un filtre. Pour le coup, on a une performance d'atténuation qui est plutôt importante, et qui est entre ce qui est affiché théoriquement et le réel très très proche, puisque c'est souvent l'écart que l'on peut avoir entre une protection qu'on va qualifier de prémoulée, hein, les bouchons qu'on va venir écraser, qu'on va introduire dans le conduit auditif, mais pour lesquels, si on n'a pas entre guillemets adopté la bonne technique de moulage et d'introduction, on va avoir un fort écart entre l'atténuation théorique et l'atténuation réelle. Là, sur les protections moulées, on a cet avantage-là d'avoir un delta qui est beaucoup plus faible. Donc, on aura une forte atténuation, hein, qui peut globalement avoisiner en moyenne, sans filtre, la trentaine de décibels. Mais la question est est-ce que je ne suis pas, entre guillemets, sur de la surprotection qui risque de me couper de mon environnement sonore et de m'empêcher de pouvoir converser avec mes équipes, avec mes collègues. C'est toujours quelque chose qu'il est important d'étudier, notamment lorsque vous mettez en place une protection moulée. Un bon professionnel en protection moulée doit s'intéresser notamment à l'activité que les collaborateurs font à leur poste pour affiner un choix de filtre si on opte pour un filtre. Pour le nettoyage, sinon le fait qu'il n'y en ait pas, c'est vrai que c'est pas mal. Est-ce qu'on n'est pas forcément est-ce qu'on n'arrive pas forcément dans de la surprotection? C'est à voir en fonction de l'environnement sonore, hein, tout simplement. Merci Stéphane. Ouais, je voulais juste rajouter peut-être. Oui, bien sûr. Juste rajouter, pardon, sur les bouchons. Alors, il y a aussi des bouchons non prémoulés en fait. Enfin, on ne fait pas avec les empreintes, la prise d'empreinte, mais qui
qui ont déjà un dispositif qui permet d'atténuer progressivement en fonction du niveau sonore, justement pour pouvoir atténuer un peu mieux sans passer par des bouchons moulés avec prise d'empreinte. Donc maintenant, il y a quand même beaucoup de dispositifs. J'en avais montré un qui sur les diapos. Alors apparemment, il y a eu un petit problème de partage d'écran, je crois, et je suis désolée. Donc vous retrouverez tous les éléments sur le support. Joint. Merci. Merci Cécile. Alors n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question oralement. Et entre-temps, alors il y a Madame Dogan justement qui a levé la main. Donc je vais ouvrir votre micro. En tout cas, je vous permets d'ouvrir votre micro et vous pouvez l'ouvrir désormais et on entendra votre question. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée. En fait, je n'ai pas la main pour faire des commentaires à l'écrit. Je n'ai pas trouvé la solution. D'accord. C'est pour ça que Mais on vous écoute. je vais faire oralement. On a effectué des mesures de bruit en 2019 suite à une demande express de l'inspection. Vous m'entendez? Moi, j'entends pas très bien. Tout au début, on vous entendait bien. Là, ça a l'air d'être mieux. Voilà, là, c'est mieux. Ok. On vous écoute. On a effectué donc une mesure du bruit en 2019 suite à demande à mise en demeure de l'inspection du travail. Donc, on l'a effectué par un organisme externe, sachant qu'auparavant, la médecine du travail était intervenue et avait déjà procédé à une mesure de bruit. L'inspection du travail nous a dit que l'audiométrie effectuée par la médecine du travail n'était pas suffisante car elle ne répondait pas aux obligations légales. Et d'après tous vos exemples, et notamment vos interventions dans diverses entreprises, j'ai l'impression qu'effectivement, les audiométries de la médecine du travail suffisent à répondre aux obligations légales. Du coup, je suis un petit peu perdue parce que si on doit les faire tous les 5 ans, d'après vos précaux, il n'y a pas de souci. Enfin, oui, c'est très bien, mais c'est vrai que faire appel à un organisme extérieur pour une PME, une petite PME, ça a un certain coût et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va vite être compliqué en fait d'appliquer ces règles. Quelqu'un a un élément de réponse? Du coup, effectivement, dans la réglementation, c'est indiqué le cas échéant faire appel au service de santé au travail pour réaliser les mesures. Mmh. Donc, le problème, c'est qu'en fait, nous, on ne pourra pas tout le temps faire les mesures pour les entreprises. Comme vous le dites, ça serait trop lourd de le faire tous les 5 ans pour tous nos adhérents. Techniquement, c'est pas possible. Il faudrait une armée. Donc, on travaille conjointement avec les organismes extérieurs. Je pouvais poser une question. Je ne sais pas quelle information supplémentaire vous apportez. Alors, juste pour une petite précision, je ne sais pas si on m'entend. Si, vas-y, Naïma. Oui, parfaitement. Une petite précision. Donc, nous, c'est des mesures indicatives qu'on donne. C'est pas des mesures réglementaires, donc on ne peut pas s'en servir au niveau réglementation. On n'est pas accrédité pour faire des mesures réglementaires. Oui, voilà, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord, très bien. Est-ce que je peux poser une question? Vous m'entendez? Bien sûr. Oui. En fait, par rapport à ce que dit la personne, pourquoi il n'y a pas l'intervention de la CARSAT? Puisque la CARSAT, c'est aussi son rôle par rapport à la santé au travail, de pouvoir intervenir et de mesurer. Et c'est, on va dire que c'est gratuit en plus. Parce que nous, on travaille sur un open space, donc c'est pour ça que j'ai voulu assister à cette réunion et on a fait intervenir la CARSAT justement pour voir si tout était aux normes au niveau du bruit, au niveau de l'espace partagé et ils nous ont fait un compte rendu sur justement les manquements ou au contraire les améliorations. Après, nous, il s'agit d'un atelier avec une cartographie du bruit un peu particulière. Donc, est-ce que du coup, en fonction de la technicité, je ne sais pas.
Alors, mais oui, la CARSAT, c'est une très bonne idée, ouais, effectivement. La CARSAT, c'est un des meilleurs moyens. Nous, moi, en tant que membre élu du CSE, on a le droit, vous savez, dans le comité social économique, de demander en fait à la médecine du travail et à la CARSAT d'intervenir plusieurs fois dans l'année. Donc, c'est ce qu'on a fait cette fois-ci. On a demandé en fait à visiter les locaux. On est 75 à peu près salariés dans l'entreprise. Un peu plus, mais au moins sur Ebin, on est 75 et ils sont intervenus. Et en effet, on a pu avoir un retour de la CARSAT pour nous dire si au niveau des nuisances sonores, il y avait des choses à faire ou si au contraire, il y avait eu des améliorations. Et c'est grâce à eux qu'on a pu faire le point sur ce qu'on a mis en place au niveau des locaux. C'est pour ça que je me permettais d'intervenir en fait par rapport à la CARSAT. Oui, merci, c'est gentil. Sur une mise en demeure, vous devez passer par un organisme accrédité. Oui, bien sûr, parce que là, il y a eu la mise en demeure, mais j'allais dire que là, la CARSAT, elle intervient dans le sens de la prévention, en fait. Nous, on ne l'a pas fait suite à une mise en demeure, on l'a fait pour faire du préventif au niveau des nuisances sonores et sur un espace partagé. Mais à venir, dans le cadre de la prévention, et non, on met de côté cette mise en demeure, étant donné que la mesure de toute façon a été effectuée, je peux faire intervenir la CARSAT éventuellement tous les 5 ans pour cette mesure de prévention? Ah bah complètement. Et en fait, je ne sais pas combien vous êtes de salariés, mais si vous avez des CSE ou des membres élus, donc vous avez peut-être un comité social économique. Tout à fait. Un CSE. Donc c'est le CSE qui doit les solliciter. Vous passez par eux pour essayer de faire une intervention. Voilà, c'était juste une apartaine, mais voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. L'accompagnement des services de santé au travail, notamment sur une métrologie par rapport au risque bruit, va s'inscrire dans le cadre de l'appréciation de ce risque pour vous aider, vous, en tant qu'entreprise, pour aider également les équipes médicales à pouvoir adapter donc leur suivi et leur connaissance des risques au sein de votre structure. C'est-à-dire qu'un mesurage, nous n'avons pas pour vocation à nous substituer à un organisme accrédité. Le mesurage, il doit répondre à un véritable besoin en santé au travail. Donc, c'est pour ça qu'il fait toujours l'objet d'une discussion. Si, par exemple, vous contactez directement votre service pour demander l'aide sur le mesurage, ça c'est tout à fait possible, mais il y aura toujours auparavant un rebouclage avec l'équipe pluridisciplinaire qui suit votre structure pour apprécier excusez-moi, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, pour apprécier la. Non, ça coupe. Moi, j'ai des coupures, j'ai pas compris. Oui. Pour apprécier la pertinence en fait de la caractérisation de ce risque. Il est vrai que, et moi ça m'est déjà arrivé dans une entreprise il y a peu, j'ai eu une entreprise qui m'a contacté, qui m'a dit: vous êtes venu il y a 5 ans, est-ce que vous pouvez refaire les mesurages? Moi, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai consulté le rapport qu'on avait établi il y a 5 ans. L'entreprise, sur les différentes préconisations qu'on avait déployées, n'avait pour ainsi dire rien fait, et l'environnement sonore en termes de temps d'exposition, en termes de sources de bruit étaient restés les mêmes. Donc là, on leur a dit: écoutez, agissez d'abord au niveau des préconisations qu'on vous a formulées, parce que là, c'est faire un mesurage pour faire un mesurage, ce n'est pas la vocation du service de santé au travail. Oui. Mais comme l'employeur se doit d'avoir un regard sur la santé physique et mentale du salarié et que tout ce qui concerne le bruit, etc., ça joue beaucoup dans les contraintes, c'est une possibilité. Mais je suis bien d'accord. Ça fait pas partie. Tout à fait. Bien. Oui, je rejoins Stéphane sur les mesures. Nous, les mesures ont vocation à faire de la prévention en entreprise. Et
Et je comprends mieux du coup la situation de la mise en demeure, elle n'a pas de valeur réglementaire à proprement dit dans ce cas de figure. Merci. Alors, on avait une autre question qui nous a été posée littéralement. Est-ce qu'il existe des systèmes de cloisons en tôle perforée amovibles qui soient efficaces? Est-ce que Guillaume, tu as un élément de réponse à ce sujet-là, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs? Oui. Alors oui et non. La cloison peut être efficace. Il faut aussi prendre en compte l'environnement dans lequel elle est positionnée. C'est-à-dire que si on pose une cloison acoustique mais que le son rebondit sur un plafond métallique par exemple, on n'aura pas d'effet. Donc oui, ça existe, des cloisons efficaces, mais il faut voir la situation de façon globale. Moi, j'avais une question à poser. Je sais pas, vous m'entendez? C'est bon? Oui. En étant sur un espace partagé, donc on a quand même des cloisons. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. On a juste un problème au niveau des machines comme l'imprimante, la machine à café, etc. Est-ce que ce sont des outils qui doivent être isolés automatiquement ou comment ça se passe? Parce que justement, c'est plus là où on a un souci. Au niveau des voies, il y a des choses qui ont été mises en place, par exemple, au niveau du plafond, on a des dalles acoustiques. Enfin, au niveau du sol, on a aussi de la moquette. Donc, il y a quand même des préconisations. Mais en revanche, avec la pandémie, on est obligé de fermer des portes. Donc, on a fait tout ce qui pouvait être mis en place au niveau de l'hygiène. Mais par rapport au bruit, comme l'imprimante, comme la machine à café, comme vous avez parlé, je crois, au niveau du son, que la voix, c'était ce qui pouvait poser problématique. Mais en fait, nous, c'est plutôt l'environnement et non pas la voix. Comment on peut mettre en place? Par exemple, nous, quand vous avez fait comment dire, le schéma avec l'accueil, on se retrouve à l'accueil avec une machine à café. Donc, qui dit une machine à café dit rassemblement et automatiquement beaucoup de voix, Est-ce que la machine à café, comme ça fait quand même du bruit, on ne se rend pas compte, et comme une imprimante, est-ce que c'est un lieu qu'on peut isoler ou pas? Comment ça se passe? Alors, on ne supprime pas la machine à café, hein. On va essayer, même si c'est compliqué en ce moment, avec le critère pandémique, de maintenir les espaces de convivialité. Donc, on va se projeter hors pandémie, hein. On va se projeter hors pandémie. Le mieux, c'est véritablement de réussir à éloigner ces espaces de convivialité des espaces de travail. Hein, clairement, c'est la meilleure des stratégies, et parfois c'est la moins coûteuse, si je puis dire. Il y a ensuite des solutions qui existent via des petites cabines insonorisées. Alors ça, c'est plus pour les imprimantes, hein, que ça va être particulièrement intéressant. Sur la machine à café, il y a toutes les circulations et les voix qui sont autour, alors que l'imprimante, c'est vraiment l'imprimante qui fait du bruit. C'est la machine. C'est la machine. Si vous ne pouvez pas jouer sur l'éloignement, ensuite on est sur de la communication par rapport à un certain acte citoyen, si je puis dire, ou civil, vis-à-vis de ses collègues qui travaillent à proximité. Il y a la solution, comme je vous l'évoquais, des casques, mais on est sur l'application du 8e principe général de prévention sur 9. Donc, c'est vrai que quand on peut jouer sur un principe qui est un peu plus en amont, on préfère, hein. La protection individuelle, c'est bien, elle existe, elle est très performante dans le domaine du bruit. Il y en a de différentes gammes, mais ça reste le 8e principe général de prévention. Donc, avoir à porter des casques pour s'isoler du bruit dans un domaine de bureautique, c'est quand même un petit peu perturbant vu de l'extérieur.
ce serait véritablement l'éloignement, en effet, de rechercher un petit local qui s'y prêterait peut-être un petit peu mieux. C'est sûr. Et Oui. pour finir avec mes questions, le questionnaire Gabo, en fait, tout à l'heure, vous l'avez fait voir. Ce questionnaire, en fait, il a pour but de voir chaque individu, comment il se place au niveau du bruit. J'ai pas bien saisi. C'est ça? Ouais, tout à fait. Alors, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de l'INRS. Ouais. Ça se présente sous une configuration Excel, donc c'est plutôt facilement manipulable, si je puis dire. Et c'est intéressant, je pense, à déployer sur l'ensemble d'une équipe, d'un open space, afin d'apprécier son ressenti quant à son environnement de travail et particulièrement son environnement sonore. Vont être notamment donc abordés tout ce qui est gêne lié à l'intensité de l'ambiance, la fréquence du bruit des machines, la fréquence des sonneries de téléphone, l'opinion quant à l'environnement idéal. Donc en effet, il y a un volet un petit peu subjectif par rapport au ressenti des personnes. Donc il y a une douzaine de thématiques qui sont abordées. C'est pas une usine à gaz non plus, puisque ça se fait assez rapidement, et ça peut vous permettre de constituer une sorte de préévaluation de votre ambiance sonore sur ce milieu d'open space. D'accord. Ok. Merci. De rien. Merci. Alors, on a une question qui est arrivée. Juste entre-temps, pour les personnes qui se déconnectent, ici et là, merci de votre participation et n'hésitez pas à remplir en 30 secondes le petit questionnaire qui va vous être proposé lorsque vous allez vous déconnecter. Et sans plus attendre, la question qui a été formulée, c'est: est-il possible de détailler davantage les solutions techniques collectives pour les crèches? Alors Guillaume, tu as présenté ce chapitre sur les crèches. Est-ce que tu as des éléments complémentaires? On avait fait un tour global, effectivement. Le tout, ça sera, en tout cas, pour répondre à cette personne, de bien faire une étude, un diagnostic de ces locaux, parce que, par exemple, peut-être que si vos locaux sont performants sur le plan de la réverbération, ça ne sera pas utile d'aller investir dans des baffles suspendues qui vous donneront certes une impression d'avoir traité acoustiquement vos locaux, mais il n'y aura pas de plus-value. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner la solution qui correspondra à votre activité. En revanche, n'hésitez pas à vous tourner vers votre service de santé au travail et à échanger avec celui-ci pour trouver les solutions adaptées à votre situation de travail. Bonjour. Si vous voulez préciser la question à l'oral, vous pouvez. Il n'y a pas de souci, on peut échanger. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Je savais pas si j'ai tapé ma question, mais je ne sais pas si vous l'avez eue. Moi, j'ai une petite question un peu pratique. On a un transpalette, un opus, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, voilà, qui tracte donc pour réduire le risque de cohabitation entre piétons et chariots et élévateurs. On avait mis en place un système. Donc, il est. Vous m'entendez pas? Oui, pardon, oui, je vous entends. J'ai fait une mauvaise manip. Ouais. Pas de souci. Donc, il tracte plusieurs petites cabines pour le flux. J'ai vu tout à l'heure que vous aviez mis des roues anti-bruit qui résorbent le bruit sur des transpalettes manuelles. Je voulais savoir si la même solution existait pour ces opus. Alors là, c'est vrai que je n'ai pas regardé pour ce type d'engin. Moi, je l'ai préconisé, c'est vrai que pour les, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui. Oui.
Voilà, je l'ai préconisé, c'est vrai, pour les transpalettes manuelles ou même électriques, mais c'est vrai que pour ce type d'engin que vous précisez, je pourrais vous répondre plus tard, mais je n'ai pas fait de recherche à ce niveau-là. Après, vous pouvez vous rapprocher Mais du... je peux éventuellement vous répondre plus tard. Je pourrais faire des recherches moi. Pour trouver ce type de solution, je suppose que vous êtes rapproché du fabricant. J'ai fait plusieurs fournisseurs, j'ai regardé un peu sur l'INRS, un peu tous les sites auxquels on va habituellement. Voilà, et j'ai fait plusieurs fournisseurs pour voir s'ils le proposaient. D'accord. Bon, écoutez, vous embêtez pas, je vais faire le même travail de recherche. Donc, si, à la limite, si vous avez... Je vous entends plus. La réponse, vous pouvez la partager à tous les participants, mais du coup, je vais faire la recherche aussi de mon côté. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça marche. Donc, merci Naïma. J'ai l'impression qu'on a répondu à l'essentiel des questions. Écoutez, voilà, il va être l'heure de conclure pour nous. On vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. On espère que vous allez pouvoir en tirer profit pour progresser sur ces questions-là dans votre entreprise. Merci aux présentateurs. Et puis, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire sur un autre sujet. Le prochain sujet sera sur les RPS pour ce qui concerne les webinaires qui sont reliés par le réseau Présence Auvergne-Rhône-Alpes. Bonne fin de journée, puis bon après-midi. Écoutez, merci à vous. Merci. À tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.